Hello les amis, nous sommes le lundi 6 juillet 2020. Je suis un peu triste ce soir de voir certains lanceurs d'alerte s'échirper, critiquer d'autres lanceurs d'alerte. Moi, je ne critique personne, je trouve que l'ennemi c'est l'État profond, vous l'avez pas compris, Soros, Gates, l'OMS, différents gouvernements de certains pays. Et on s'attaque, quand nous on défend Trump, et je suis pas le seul à défendre Trump, comme je défends Poutine, que je me défends certains autres leaders mondiaux. Il y en a, ils aiment pas Trump, hein. Je crois que c'est viscéral, c'est dans leur tête, ils ont quelque chose contre Donald Trump. Ils n'ont jamais enquêté sur lui, et ils se permettent de raconter n'importe quoi. Donc on verra plus tard si tous ces gens-là fermeront leur chaîne à jamais. Parce que franchement, moi je la fermerai, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, si je me trompe dans ce que je dis. Il faut avoir aussi un petit peu de prestance et un peu de honnêteté intellectuelle pour continuer ce travail de lanceur d'alerte. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, si on allait chercher ce qu'ils disaient il y a 2-3 ans, beaucoup auraient déjà dû fermer leur chaîne. Donc là, je vois quelqu'un là qui était sympa jusqu'à maintenant, qui se met à critiquer Alexis de Radio-Québec, l'hypocrisie d'Alexis de Radio-Québec. Mais t'as pas autre chose à faire, non? T'as pas d'autres ennemis, tu vas pas t'attaquer à Soros, tu vas t'attaquer à l'OMS, à Bill Gates, au lieu de t'attaquer à Alexis qui fait son job. Qu'est-ce qu'il a dit Alexis? Ben, il a pas montré une photo de, vous voyez, en bas à droite, de Donald Trump, donc il y a sa femme à côté, Mélanie, quand ils étaient plus jeunes évidemment, et Jeffrey Epstein et Maxwell, sa compagne, sa rabatteuse, qui vient d'être arrêtée. Et donc, je vous expliquais en plus dans mon émission du 4 juillet, que j'ai mise en ligne finalement le 5 juillet au matin, que évidemment que Trump connaissait Epstein. Jamais de la vie, il a dit qu'il ne connaissait pas Epstein. Epstein était dans tous les garden parties, dans toutes les fêtes, voilà. Epstein était connu comme quelqu'un qui aimait les jolies femmes. Trump, bah, avec Mélanie, prouve qu'il aime aussi les jolies femmes. Voilà, et il y a un documentaire qui a été fait sur Netflix en 3 séries sur Epstein. Croyez-moi que tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une phrase de Trump qui dit « Ah, il est bien ce gars-là, il aime les jolies femmes ». Croyez-moi que Netflix, s'ils avaient, parce qu'ils sont vraiment anti-Trump, s'ils avaient voulu trouver des choses, ils l'auraient fait, hein, ce qui n'est pas le cas comme tout le monde. Je ne vais pas refaire mon émission du 4 juillet, du clan Clinton. Comme je vous l'ai dit, c'était pas écrit sur son front à Epstein que c'était un pédophile. C'était pas écrit sur son front que Maxwell faisait le rabatteur pour lui. Il y a une journaliste américaine qui s'appelle Liz Cronkin, vous pouvez la retrouver, son interview, ça je l'ai pris sur, je vous mets les liens dans le descriptif, sur QAnon France, la vérité sur la relation entre Trump et Epstein. Il faut faire des recherches avant de vouloir être lanceur d'alerte, et surtout critiquer les autres sans avoir fait aucune recherche. Donc je remercie Laurent parce que vous m'envoyez beaucoup de vidéos. Alors sachez que moi de toute façon les vidéos que vous m'envoyez je les regarde pas, hein, parce que sinon il me faudrait une journée qui fait une semaine, c'est pas possible. Et j'aime bien quand vous m'envoyez des documents, j'aime bien quand vous m'envoyez des vidéos, mais de toutes petites chaînes que je pourrais ne pas connaître et que ensuite je fais la promotion comme je le fais souvent dans mes émissions. Et donc Laurent, un abonné fidèle que je remercie, m'a résumé cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est bah, déjà, bon, elle est connue, hein, Liz Cronkin, c'est une journaliste qui a été justement virée après ses investigations. Et dans l'émission, elle dit qu'en 2009, quand Epstein s'est fait enfermer, là, pour la première fois en prison, Trump a été le seul à avoir aidé le procureur de l'enquête contre Epstein. Donc c'était une affaire qui s'était passée en été 2008, il a été arrêté pour les mêmes raisons qu'en 2019, mais évidemment, il y a la crise de subprime qui est passée ensuite à l'automne et qui a étouffé l'affaire, et Epstein n'avait fait que quelques mois de prison. Mais Trump a été le seul, il a banni Epstein de son club, le fameux club de golf de Trump. Ils ne sont pas du tout amis. En 2015, Trump disait que Bill Clinton aura de sérieux problèmes par rapport à Epstein,
et son île pédophile. Donc je vous rappelle que Epstein emmenait tous ses invités, Clinton y a été 16 fois euh, dans son île, et Trump a poussé à l'arrestation d'Epstein en 2019 en nommant certains enquêteurs qui étaient un petit peu plus, pour les faire bouger, un petit peu plus virulents. Et évidemment, quand il était jeune, Trump a fréquenté Epstein comme tout le monde, hein, le temps de se rendre compte de qui il était, et il s'est complètement désolidarisé de lui. Hein. Et Liz Franklin précise qu'il est très difficile de descendre dans les réseaux pédophiles car ils sont protégés par beaucoup, beaucoup de monde, hein. Ça je peux vous le confirmer, hein. Et tous ceux qui luttent contre les réseaux pédophiles le savent. Et j'ai aussi vu un autre lanceur d'alerte s'en prendre à Alexandre Le Breton, quoi. Non mais, et une autre s'en prendre à Revo F Society. Les deux chaînes que je vous mets en tête à chaque fois, en disant si vous voulez vous intéresser à ces élites pédosatanistes, il faut regarder Alexandre Le Breton, il faut regarder Revo F Society, et là il y a des lanceurs d'alerte qui s'attaquent à eux, alors qu'ils font un travail admirable. Donc regardez le travail qu'ils font, hein, regardez ce qu'ils dénoncent, et ensuite virez ces lanceurs d'alerte qui, au final, ne sont pas des lanceurs d'alerte. Je n'en parle pas d'un autre là qui est exilé au Brésil pour des raisons de justice, qui se met à tirer sur tout ce qui bouge. Lui, c'est le dieu. Et tous les autres, c'est des nazes. Ouais, c'est bien. Ceux qui ont envie de le suivent. Moi, je suis pour la liberté totale de tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Elle précise aussi dans sa vidéo que les personnes qui attaquent Trump sur les faux liens avec Epstein, elles dénoncent leur relation à eux. Hein. Par exemple, l'avocate Lisa Bloom, qui accuse Trump de crimes sexuels alors qu'elle protège elle-même Harvey Weinstein. Hein. Ces gens-là sont tous en relation avec les Clinton, Weinstein, le réseau Epstein, Maxwell, bref, c'est l'État profond. Profond. Ceux qui attaquent Trump sont des criminels sexuels, des pédosatanistes. Il faut vraiment le savoir. Mais vous inquiétez pas, ça va se savoir rapidement, rapidement, parce que les procès auront lieu et la divulgation aura lieu avant, avant les élections de novembre. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sinon on va aller dans des élections truquées par vote de correspondance. Du reste, en parlant d'élections par procuration électronique, j'ai appris que seule la ville du Havre, alors ça, faut que je creuse, là où a été réélu Édouard Philippe, avait utilisé ce genre de méthode de vote électronique et que, à la limite, ça se passe pas si bien que ça. Maintenant, on va parler, parce que la presse, les médias tapent sur Trump, les démocrates tapent sur Trump, tous les médias hein, dans le monde, surtout en France. Hein. Alors moi, je tiens à dire que je ne suis pas financé par l'État, que je ne suis pas financé par les labos. Hein. Ça me fait penser à Violaine Guérin, chaque fois qu'elle est interviewée par les journalistes, elle dit en préambule, je n'ai aucun conflit d'intérêt, aucun lien d'intérêt avec des laboratoires. Ils ne me financent pas. Ce serait bien que toute la presse dise aussi, en préambule, les conflits d'intérêt, qui les finance et l'argent qu'elle reçoit. Ça serait pas mal. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, coronavirus, le gouvernement a débloqué 2 milliards pour les médias. 2 milliards pour les médias. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient plus acheter la presse, les bureaux de tabac étaient ouverts, je ne comprends pas. Et c'est pas les rentrées financières de l'achat du bout de papier qui fait ces gens-là. Vous prenez François, abonnez-vous à François, c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Tous les articles sont libres, ils sont très très bien faits, parce qu'ils ont adopté un modèle publicitaire à la Facebook. Quoi. À la Facebook, YouTube, vous utilisez, c'est gratuit, on ne vous demande pas d'argent. Pourtant, je vous dis que derrière, c'est des sacrés investissements. Hein. Mais tout ça, c'est payé par la pub. Et donc, ils disent qu'alors que la crise du coronavirus a durement affecté les médias, le gouvernement a débloqué presque 2 milliards pour les médias, sur un total de plus de 5 milliards pour la culture et les médias depuis mars. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est ça, c'est que, ah là là, 666 millions pour la presse. La presse, doublement touchée par la crise de Prestalis. Prestalis, c'était le prestataire qui avait le quasi monopole de la distribution de la presse, justement, dans les bureaux de presse.
Et la perte de recettes publicitaires due au coronavirus bénéficie aussi d'un certain nombre de mesures d'urgence. 666 millions. Fallait le trouver le chiffre là quand même, hein. Alors, revenons aux États-Unis. Je vous ai mis dans les liens, quelqu'un m'a envoyé les chiffres statistiques État par État. Et j'ai demandé déjà à 2-3 abonnés de me faire des statistiques État démocrate, État républicain, comme je vous en parle depuis souvent. Eh ben, il y a beaucoup plus de morts dans les États démocrates, je vous en ai déjà parlé dans les émissions, que dans les États républicains. Donc on fait quand même un petit récapitulatif. Population totale de la France, 65 millions, vous voyez. États-Unis, 331 millions. Nombre de tests effectués en France. Alors là, le nombre de tests, c'est les statistiques que j'avais. Aux États-Unis, c'était 35 millions de tests. Trump a parlé lors de son discours du 4 de 44 millions de tests. Donc vous voyez, ça va être maintenant très très vite aux États-Unis. J'arrive pas à trouver le nombre de tests faits en France. J'arrive pas. Soit je suis un idiot, soit j'y arrive pas. Donc si quelqu'un y arrive, j'y arrive pas. Le nombre de tests aux États-Unis sur les 35 millions de faits, c'est 32 millions qui sont négatifs. Le nombre de cas positifs, c'est 2,8 millions, donc ce qui fait 8,11%. Donc vous voyez, ça correspond assez à un peu ce qu'on trouve un petit peu partout. En France, le nombre de cas positifs, c'est 166 000. Ah, il y a 2 jours, parce que la France ne publie rien depuis 48 heures. Je ne sais pas pourquoi. Je ne publie plus rien. Les décès en France, 29 893. Les décès aux États-Unis, 122 673. Ce qui fait un taux de mortalité en France de, vous voyez, de 0,0045, 0,00370. Ça veut dire que pour 1 million d'habitants, il y a 458 morts en France, 371 aux États-Unis. Et le taux de létalité, qui est le nombre de morts par rapport au nombre de cas positifs, il est en France de 0,179 et à peine 0,042 aux États-Unis. 17,9 et 4,25 si vous voulez des pourcentages. Donc, il vaut mieux être où là? Aux États-Unis, où on dit qu'il y a explosion, explosion, explosion. Il y en a, j'ai une abonnée que j'adore, Alexandra. Elle me dit évolution des cas et décès en Suisse. Alors là, ils sont obligés, vous voyez, de mettre vous voyez les tableaux en abscisse et en ordonnée, ils sont obligés de mettre 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Là, mais attends, c'est en nombre de morts, quoi. À quoi sert cette échelle de 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 hein, mais à mon bras qui est mort, ça fait 0,2, j'ai le bras plus la jambe, ça fait 0,4, c'est quoi? Vous voyez, c'est fou. Et on va rester aux États-Unis, vous entendez que en Floride, ça explose le nombre de cas en Floride. Et j'ai une amie qui habite en Floride. Coucou Coralie. Et donc, ben voilà, total case en Floride 206 000. Il y a eu 16 045 hospitalisations. Donc là-bas, on fait le distinguo entre ceux qui résident en Floride et ceux qui ne résident pas en Floride. Et vous voyez surtout ce qui est intéressant à droite, les new cases of residents by day. Donc ça veut dire que le nouveau cas des résidents de Floride par jour. Donc vous voyez que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ouais, mais d'accord, mais en bas vous avez la courbe des décès. Et ça diminue, ça diminue, ça diminue. Donc ce que dit Trump, hein, bah, plus on teste, et plus on trouve des cas positifs. Mais c'est pas parce qu'il y a des cas positifs que le nombre de morts augmente. Donc là on revient avec la charge virale de nos amis infectiologues italiens là, qui depuis un mois disent le nombre de cas positifs explose, certes, mais la charge virale du virus baisse. Trump, ben, il a fait un discours magistral pour la fête du 4 juillet, la fête de l'indépendance américaine, au mont Rushmore. Il y a une chaîne qui s'appelle Mohamed Diallo, qui a à peine 8,73 cas d'abonnés, qui se prend la peine, il a pris la peine, lui, de traduire en direct. Donc ça c'est génial pour ceux qui d'entre vous ne maîtrisent pas la langue anglaise. Moi j'aime beaucoup Mohamed Diallo, même si il est un peu trop optimiste pour moi, mais c'est pas grave. Hein. Ça sera un ami. Et donc on a relevé des choses quand même assez importantes dans le discours de Trump. Hein. Donc
Là, c'est Giovanna, une autre amie, qui m'a fait une petite synthèse, qui sait que pour elle, elle avait trouvé le plus important. Moi, ce que j'ai trouvé le plus important, c'est ce qu'il ne dit pas. Tous ces messages codés, très très forts. Elle a relevé, il dit que tout le monde est égal aux yeux de Dieu, c'est vrai. Que de toute l'histoire américaine, les républicains étaient les seuls à vouloir la fin de l'esclavage. Les démocrates se sont toujours opposés à mettre fin à l'esclavage. Et maintenant, c'est eux qui financent les Black Lives Matter. Je vous avais mis dans mon groupe Facebook une vidéo de Trump avec une réunion avec le peuple noir. Et je crois que je vais vous la remettre. Je vais vous la remettre. J. Trump. I'm black, and I'm not voting for a Biden Democrat. I'm black, but I ain't voting for no Biden Democrat. I'm black, and I ain't voting for no Biden Democrat. I am black, and I am not voting for Joe Biden. I am not voting for Democrats. I am voting Trump all the way. I'm black, and I ain't voting for a Biden Democrat. Trump 2020, you see it. And I'm black, but I'm not voting for a Biden Democrat. I'm black. I'm not voting for Joe Biden. I support Donald Trump. I'm black, and I ain't voting for a Biden Democrat. I'm black. I am not voting for Biden. I support Donald Trump. I'm black, and I'm not voting for no Biden Democrat. I'm black, and I ain't voting for Joe Biden or none of them Democrats. I'm black, and I ain't voting for no Biden Democrat. Trump 2020. May I just say one thing? That you did ask 4 years ago, what the hell do we have to lose? Yeah. But if we don't vote right this time, we're going to have a hell of a whole lot to lose. That's right. I just want to say that. So vote right, so you won't get left. You're going to have a lot. Yes. It's going to be overturned easily. Yeah. We need that 4 years because, I say it's like a tree. 4 more years. Yep. You plant it, but it takes a while to grab root. That's right. When this grabs root, they're not going to be able to destroy it. Right. That's right. I don't want to interrupt, but I gotta say this because this is Black History Month. Man, you the first black president. Look how much African American communities have suffered under Democratic control. To those I say the following. What do you have to lose by trying something new like Trump? What do you have to lose? Vous avez vu? Eh mec, t'es le premier président black de ce pays, sachant qu'ils ont eu Obama avant. Vous commencez à comprendre. C'est les démocrates qui ont fondé le Ku Klux Klan. Il dit dans son discours, chaque race est bienvenue sur notre terre. Il cite en modèle et met à l'honneur Martin Luther King. Il cite avec fierté Louis Armstrong. Il cite avec fierté Mohamed Ali. Et évidemment, Mohamed dit que beaucoup de Noirs ont cru qu'Obama allait être mieux pour eux que les autres présidents et aurait fait quelques belles actions pour les Noirs, mais pas du tout. Il y a eu encore plus d'arrestations de Noirs et qu'il est bien membre de l'État profond et agit pleinement comme tel. Et Mohamed dit aussi que les Indiens de la région du Dakota ont été invités et sont venus avec plaisir, car depuis Trump, ils vivent en paix et savent pertinemment que ce sont les démocrates qui ont perpétré les massacres d'Amérindiens. Mais on ne peut rien faire contre toute cette vague énorme de désinformation sur Trump. Elle est énorme. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se réveiller. Même la robe de Mélanie. Mélanie a arboré une robe. Et regardez, les médias sociaux se moquent de la robe d'Alexander Queen, de $1400. Peut-on lui enlever le marqueur, s'il vous plaît? Et donc, en fait, dans toute la sphère Twitter, les internautes disaient c'est Trump qui a mis au marqueur, qui a dessiné cette robe. Vous allez trouver des pages et des pages comme ça. Ouais, mais là aussi. Donc cette robe en live, voilà, ça donne ça. Hein. Ça pourrait te paraître surprenant, mais là aussi, c'est un message codé. Mais ceux qui s'y arrêtent pas, ceux qui vont pas chercher plus loin, ils savent pas. Donc, cette robe a été faite effectivement par le créateur anglais Alexander Queen, mais il l'a laissé faire
à 2 jeunes étudiants. Et ces jeunes étudiants, ont été tous victimes d'abus sexuels pendant qu'ils étaient enfants. Et donc, voilà, c'est ce qui dessine en repenchant les sentiments qu'ils ont quand ils repensent à ce qu'ils ont subi. Bien sûr, c'est laid, ça peut être que très noir, on voit un point, on voit plein de choses. Voilà, ça c'est aussi un message. C'est la lutte contre ces réseaux pédosatanistes. Je sais que ça peut heurter certains d'entre vous qui n'ont jamais été fouillés là-dedans, mais allez voir l'excellent travail de Alexandre Le Breton, Revo F Society. Abonnez-vous à ces chaînes. Et je vous mets, on m'a donné une autre chaîne, je vous la mets aussi dans le descriptif de l'émission, qui fait un travail remarquable. Je n'ai pas eu le temps de voir, mais je fais confiance à la personne qui me l'a envoyé. J'ai regardé un petit peu comme ça en biais. Ça a l'air pas mal du tout. Certains d'entre vous sont toujours un petit peu oui, la justice aussi, ça sert à rien, un peu extrémiste, quoi. La justice, ça sert à rien. Bon, déjà, on vient d'apprendre que le célèbre avocat Dupond-Moretti vient d'être vient d'être nommé, ministre de la Justice. On va voir ce que ça donne. Par contre, Olivier Véran reste ministre de la Santé, là, j'en reviens pas du tout. Et donc, quand même, regardez encore le Conseil de l'État, encore une bonne nouvelle. La dernière fois, je vous rappelle que le Conseil constitutionnel avait abrogé la loi Avia. Il trouve que le texte risquait de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Ils disent « Il existe un doute sérieux sur le fait que cette nouvelle procédure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester. Le décret introduirait de fait une autorisation préalable dérogeant du principe de la simple déclaration qui a toujours prévalu jusque-là. » Donc évidemment, il y en a certains qui sont de nouveau vent debout, comment ça ? Mais non, c'est la justice, quoi. On n'est pas en dictature ici. Hein. Par contre, certains le sont, parce que là j'ai appris, les collaborateurs d'Édouard Philippe invités à se rapprocher de Pôle emploi, ça a été très très violent, vraiment très très violent. Quand on lit ça, pour les collaborateurs de l'ex-premier ministre Édouard Philippe, le départ de Matignon a été particulièrement violent. Vendredi matin, 10 minutes après le communiqué annonçant le départ d'Édouard Philippe, la direction des services administratifs de mon ministère nous demandait de faire les cartons, rendre les téléphones, nettoyer les ordinateurs. 1 heure plus tard, je n'avais déjà plus accès à aucun dossier et on me conseillait de me rapprocher du pôle emploi. Il trouve que c'est une violence inouïe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était assez fou, ça, quand même. Quelques nouvelles du front. Beaucoup me posent des questions. Est-ce que je dois partir en vacances? Pas en vacances. Mais partez en vacances, profitez, n'écoutez pas la presse média. Quand même, pour ceux qui veulent aller à l'étranger, moi personnellement, là je devrais être sur la plage, mais je suis là avec vous, mais je serai sur la plage au mois d'août, parce que j'attends la libération totale des masques en Italie, qui devrait intervenir, à mon avis, dans un discours entre le 10 et le 14 juillet, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, ils ont beau faire, il n'y a plus rien, et puis en plus ils deviennent tellement ridicules avec ces masques, parce qu'ils les mettent, vous savez, ils les enlèvent, ils les mettent, ils les enlèvent, mais même les hommes politiques, ils font semblant, parce que c'est obligatoire, donc ils les mettent, ils les enlèvent. Attends, un masque, c'est maximum je ne sais pas combien de temps, et après on le jette, quoi. Parce que sinon, vous allez avoir une accumulation de toxines, de bactéries, de virus, parce qu'avec ce que vous rejetez dans le masque, le gaz carbonique, l'oxygène, la transpiration, c'est des nids à microbes. C'est typiquement l'endroit où c'est un nid à microbes. Je comprends pas ça, quoi. Mais beaucoup me disent, oui, mais là, l'Espagne veut confiner. Ouais, si j'étais vous, méfiez-vous de quelques pays, quand même. Vous pouvez aller en Italie tranquille. Après le 10 juillet, là, vous pourrez aller en Italie tranquillement. Par contre, en Espagne, je vois qu'ils confinent, ils déconfinent certaines zones, parce que l'Espagne, vous avez déjà vu, ils sont sous le joug complet, eux, de l'OMS et de l'État profond. Là, j'ai un témoignage. Bonjour Sylvano. Je me permets de vous écrire, car ma famille et moi avons été confrontés à notre arrivée à Mykonos. Donc, elle était en Grèce, Mykonos, le 3 juillet. Donc, c'est tout récent quand même. Nous avions prévu des vacances sur l'île depuis le mois de décembre et ne comptions pas y renoncer en cédant au virus de la peur. Nous avons donc tout fait pour trouver d'autres vols directs, nos vols depuis Genève ayant été annulés. Nous avons finalement trouvé un vol au départ de l'aéroport de Malpensa en Italie. Vous voyez l'Italie? Tranquille.
Au préalable, nous sommes renseignés sur les modalités de test à notre arrivée. Il est indiqué sur le site du gouvernement que les tests étaient aléatoires. Nous avons reçu la même information de la part de notre hôtel sur place, parlant de random test. Cette information est fausse. Avant notre départ, nous avons dû remplir un formulaire sur le site du gouvernement grec, lequel génère un QR code ainsi qu'un numéro nous identifiant. Il rassemble également nos informations personnelles. Dès notre sortie de l'avion, les autorités grecques ont regardé notre numéro et nous ont placés dans une des 2 files. Nous avons été placés dans la file des personnes allant être testées. Un couple devant nous, devant la file, nous dîmes qu'il venait de Lombardie. Très peu de personnes ont été testées ce jour-là. Premièrement, l'information sur laquelle les tests sont aléatoires est fausse. Les tests sont ciblés sur les personnes venant de Lombardie et de France. Le gouvernement français ne transmet pas de réelle information sur les soi-disant officiels. Deuxièmement, le QR code et le numéro généré sont en réalité le fruit d'un système de traçage des individus. Ça vous rappelle rien, ça, quand même, hein? Traçage des individus, Microsoft, Bill Gates, logiciel 060606. En fonction des informations rentrées dans le serveur, le système génère un code permettant aux autorités de savoir si oui ou non devons être testés selon les critères de provenance à risque. Troisièmement, le même système de division des individus est mis en place lors des tests. 2 files se distinguent, la file des personnes allant être testées, les autres non testées. Les tests sont faits aux yeux de tous, nous faisant vraiment passer pour des pestiférés. Les autres nous regardant bien heureux de ne pas avoir été testés. S'ajoute à ça le déguisement risible des médecins prêts à affronter le plus mortel des virus jamais connus. Pour conclure, nous avons assisté à une scène surréaliste digne d'un film de science-fiction déjà vu. Nous avons immédiatement pensé à partager cette expérience avec vous afin que cette dernière laisse une trace derrière elle et ne tombe pas dans l'oubli ou ne devienne pas une simple anecdote de vacances. Nous avons expérimenté en un seul temps ce que les 1% mettent en place à grande échelle: mentir, tracer, diviser est leur devise pour contrôler. Cela dit, bonne nouvelle à Mykonos, personne ne porte de masque, les gens n'ont pas peur et sont conscients qu'il n'y a pas ou plus de virus. Ça fait plaisir à voir. Eh bien, merci beaucoup, Fanny, c'est Fanny qui m'a écrit, de ce témoignage. Je ne savais pas. Donc en fait, vous voyez, random test, non, c'est pas des random tests, c'est des tests ciblés en fonction de là où vous venez. Et j'espère que toutes les données qui ont été enregistrées, je ne sais pas ce qu'ils en font après, mais vous voyez... Attention. Allez, en Italie, il n'y aura pas de random test, hein, ça je peux vous le promettre. Hein. Je le connais. Alors, ce virus de la peur, il se propage, mais regardez, moi j'avais eu le bulletin officiel du CHRU de Tours, hein, enfin, très gros hôpital. 3 juillet 2020, hein. Évolution épidémiologique du Covid-19 en région de Val-de-Loire, et il n'y a actuellement plus aucun patient Covid hospitalisé au CHRU de Tours. Les passages aux urgences restent aussi très faibles, avec moins de 10 consultations pour suspicion Covid, et 0 cas depuis plusieurs semaines. Le CEC réalise toujours quelques PCR de dépistage ou de suspicion Covid. 0 cas depuis plus d'1 mois. Vous le lisez ça? 0 cas depuis plus d'1 mois. Ainsi que des sérologies Covid sur le personnel hospitalier. Est-ce que vous l'avez lu, le 0K? C'est quand même le CHRU de Tours. Hein. En France, hors Mayotte et Guyane, l'ensemble des indicateurs de circulation du Covid sont à des niveaux bas, avec une stabilité du nombre hebdomadaire de clusters signalés durant les 3 dernières semaines et l'absence de signaux en faveur d'une reprise de l'épidémie. La reprise de l'activité chirurgicale se poursuit, mais ne parvient toujours pas à niveau de la crise sanitaire. Maintenant, les gens ont peur, et donc il y a des morts indirectes du Covid qui sont là. Et donc ce monsieur-là a toujours raison, Zangril. Alors il a été confronté avec un affreux personnage qui s'appelle Andrea Crisanti, hein, qui dit non, mais il est fou de dire que le virus perd sa charge virale, mais en fait quand on examine le gars, il travaille pour l'Imperial College de Londres, quoi. Hein, vous savez, le mec de l'Imperial College de Londres avec Niall Ferguson, là, le statisticien fou qui nous a tous mis tous les pays du monde où il prédisait des centaines de millions de morts. Et en plus, qu'est-ce qu'il est? Il est infectiologue? Non, lui, il s'occupe de l'entomologie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la science qui étudie les insectes et autres anthropodes qui ont une importance pour la santé animale et humaine. Ah bon. Et pourquoi on l'interroge lui concernant... pourquoi on le met face à un infectiologue? C'est un peu comme quand on met Gilbert Delaray face à Christian Perron, quoi. Un néphrologue face à un infectiologue. Mais il faut arrêter, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi.
Un excellent livre vient de sortir, et si Raoult avait raison, les coulisses d'un scandale international, et c'est Guy Courtois. Donc j'ai reçu cette information aujourd'hui, je vous la présente déjà. J'ai reçu le paper press, le communiqué de presse de cet ouvrage. Je vais me l'acheter, j'invite le docteur... non, j'invite Guy Courtois, c'est pas un docteur, à venir sur ma chaîne pour en parler, c'est aucun souci. J'ai découvert aussi un truc assez énorme, l'INSERM, notez bien la date, 31 janvier 2019, donc on est très très loin du Covid. C'est un article sur la leucémie aiguë, la myolide et la chimiorésistance, un espoir. Je vous mets le lien si vous avez envie de lire, et j'ai juste noté ça. Le laboratoire niçois s'intéresse, alors ils ont travaillé avec un laboratoire niçois, s'intéresse en particulier à l'hydroxychloroquine, utilisée en routine dans le traitement du paludisme sous le nom de plaquenil. Notez le terme routine, hein. Non toxique, le plaquenil a des effets secondaires tout à fait supportables, même pour les patients fragiles et âgés, explique Guillaume Robert. Des essais cliniques sont en cours de préparation. Donc là, c'était pas pour le Covid, mais c'était juste pour vous montrer que avant janvier, le plaquenil, l'hydroxychloroquine était vraiment considéré comme presque chewing-gum, quoi. Hein. J'exagère, hein, évidemment. Évidemment, si vous mangez toute la boîte, vous buvez un verre de vin rouge, c'est bon pour vous, ça fait pas de mal. Vous en buvez une caisse, ça vous fait du mal. C'est pareil pour tout. Voilà, allez, on termine sur quelqu'un que j'aime pas du tout, que j'ai découvert, un mec qui s'appelle Patrick Cohen. Il s'est montré méfiant envers Didier Raoult. Pourquoi? Parce que il dit, un scientifique qui lit dans ses livres et ses chroniques qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique, ou plus exactement qu'il ne le voyait pas, que Darwin avait tout faux, il en a fait un livre, qu'il y a des questions à se poser sur les vaccins, le nombre de vaccins administrés. Ne serait-ce que ces trois choses-là, moi, ça me pose un problème. Détail Patrick Cohen, voilà. Donc lui, je sais pas, ça doit être un... Il n'a jamais rien lu, quoi. C'est-à-dire c'est un philosophe de la pensée unique. Hein. On lui a dit quelque chose et puis ça n'intéresse pas de savoir à droite à gauche. Ben moi je peux te faire une émission, mon petit Patrick, hein, concernant le réchauffement climatique pour te prouver que c'est une illusion. C'est juste bon à tirer les taxes carbone qui coulent à flot à milliards. On l'a vu du reste hein, dans cette crise du Covid, où il y a eu des pics de pollution pendant les confinements et que personne ne s'explique. Hein. On a aussi fait des découvertes de forêts tropicales en Antarctique, qui serait difficile à expliquer avec un réchauffement climatique. Quant à Darwin, il y a tellement, et tous les biologistes, tous les médecins savent que Darwin est faux, quoi, mais que le premier qui le remet en cause, il se fait tuer, là. Et il y a des tonnes de livres sur Darwin, mais comment en 2020, on peut encore croire Darwin, quoi. Là, c'est une religion, là, c'est devenu une religion. Et les vaccins, bah oui, il a raison, Raoult. Raoult n'est pas anti-vaccin, il dit arrêtez d'administrer 3,7 tonnes de vaccins, c'est un infectiologue. Et lui, au fait, Cohen, c'est quoi? Il est médecin, il est infectiologue, il est climatologue, non, il lit, quoi, et puis voilà, il dit, ah ouais, je lis, voilà. La police de la pensée unique, voilà ce que c'est, ces gens-là, comme à l'époque où on a brûlé Giordano Bruno, parce qu'il avait dit que la Terre n'était pas le centre du monde. Ces gens-là croient tout savoir, ils ont toujours eu les mêmes à chaque époque. Ces mecs-là pensent tout savoir, et ceux qui pensent différemment comme eux, alors, la chance, on les brûle plus, mais ils sont pestiférés, quoi. Ils sont mis de côté. Voilà, cette émission se termine. Je vais me faire un petit cocorico à moi-même, ça va me faire du bien, hein, de temps en temps. Il y a un rapport des pompiers qui est sorti sur la gestion de la crise, donc il y en a pas mal qui cliquent, tiens, des lits de réanimation, ça c'est les tweeters d'aujourd'hui, des lits de réanimation étaient disponibles dans les cliniques privées, même dans le Grand Est. Le gouvernement ne les a pas utilisés, préférant en détriment de leur vie transférer les malades par TGV à l'hôpital militaire. Nous avons André Berkoff, qui a animé une émission que j'ai pas eu le temps de voir aujourd'hui, donc on reprend dans tous nos états aujourd'hui à 14h. On a tout fait pour l'étouffer l'hydroxychloroquine, mais ça ne marche plus. La grande esbrouffe du transfert des malades du coronavirus, alors qu'il y avait des cliniques et des lits. Ouais, c'est vrai, mais moi j'ai fait une émission, alors tenez-vous bien, c'est écrit, hein, Internet a de la mémoire, j'arrête pas de vous le dire, Internet a de la mémoire, le 22 mars 2020. 22 mars 2020. Vous vous rendez compte? À très peu de temps du confinement. Et le titre de l'émission, c'est Hôpitaux et cliniques privées en chômage technique. En chômage technique. Voilà, de temps en temps, on peut aussi. Allez, je dis, allez, à demain.